Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2978 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 27 juin avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Raúl González, l'ancien attaquant du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 47 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et par rapport aux joueurs en activité, on peut voir par exemple le défenseur anglais Jarrad Brentwaite, un défenseur de l'équipe de Everton, un très bon joueur les gars qui risque d'aller du côté de Manchester United lors du mercato là, donc il fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé la veille. Et on commence tout d'abord avec l'Euro et ce match hier soir entre la Géorgie et le Portugal est surprise parce que comme le Portugal s'est fait battre contre la Géorgie 2-0. Donc Kvaratskhelia et Mikotadze, peut-être les deux joueurs les plus connus du côté de la Géorgie, ont été les deux buteurs. Donc félicitations à cette équipe qui s'impose et surtout qui se qualifie pour les huitièmes de finale, ce qui est incroyable. Donc bon, c'est pas non plus une catastrophe pour le Portugal parce que bien sûr l'équipe a été totalement remaniée, c'était quasiment que des remplaçants qui ont commencé titulaires parce que le Portugal, quoi qu'il arrive, c'était victoire nulle défaite, le Portugal était sûr de finir à la première position de sa poule. Et le Portugal, les gars, a quand même dominé cette équipe de la Géorgie parce que le Portugal a eu plus de possession, plus de tirs et plus de tirs cadrés. Mais les Géorgiens ont été plus efficaces. Moins de tirs, moins de tout, en gros, moins de possession. Mais eu seulement 3 tirs cadrés et 2 buts marqués alors que le Portugal a 5 tirs cadrés, 0 but marqué. Et du coup, c'est bien officiel. La Géorgie est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. C'est quand même exceptionnel pour eux. Surtout pour leur toute première participation. C'est la première fois qu'ils participent à un Euro et voilà, ils accèdent déjà au huitième de finale. Donc voilà, c'est un rêve total pour cette équipe. Donc ils terminent 3e du groupe F, composé du Portugal, de la Turquie et de la République tchèque. Et quand je pense à la Géorgie, je pense à cet homme. Il est français et c'est le sélectionneur de la Géorgie. C'est Willy Sagnol. Donc incroyable les travaux. Donc là, c'était une légende là-bas du côté de la Géorgie parce que voilà, déjà il a réussi à amener cette équipe lors d'un Euro, puis qualifie cette équipe en huitième de finale. Donc voilà, incroyable. Bon, après leur adversaire en huitième, ça sera du très lourd, ça sera l'Espagne. Bien sûr, pour la Géorgie, on ne sait pas, parce que c'est une équipe très joueuse comme l'Espagne, donc tout peut arriver, même si l'Espagne, bien évidemment, est favorite pour cette confrontation. On va parler du gardien, un géorgien, parce qu'il est quand même exceptionnel et c'est lui le meilleur gardien de cet Euro. Il s'agit de Georgi Mamardashvili, donc le meilleur gardien de cet Euro avec 20 arrêts. Donc hier, 5 tirs cadrés du Portugal, 0 but marqué. Donc 20 arrêts, il a eu 20 tirs cadrés à arrêter. Bon, il n'a pas tout arrêté parce qu'il a quand même pris des buts. Mais voilà, il a été exceptionnel. Le deuxième meilleur gardien, Florent Nita, on a réalisé qu'un 7 de moins d'arrêts décisifs. Alors que lui, il a 20. Et le deuxième meilleur gardien, il en a resté 13 d'arrêts. Donc voilà, incroyable, bien sûr. Par rapport à ce gardien qui joue, je crois, en Liga. Je sais plus, je crois qu'il évolue du côté de Valence, si je ne me trompe pas. Je l'ai déjà vu du côté du championnat espagnol. Bref, on continue, les gars, avec un joueur que tout le monde connaît, c'est Kvaratskhelia, et c'est officiel, c'est lui qui a été élu homme du match de ce Géorgie-Portugal. Très grosse performance du joueur de Naples, peut-être futur joueur du PSG, on verra, mais vraiment hier les gars, il a fait une énorme performance. Donc déjà au bout de 2 minutes de jeu, déjà la Géorgie menait 1-0 sur le but de Kvaratskhelia sur une passe D de Mikotadze, le duo Mikotadze passeur D sur le but de son collègue Kvaratskhelia. Et Mikotadze, le joueur de Metz, les gars, que l'Ajax ne voulait pas. Je pense que les supporters de l'Ajax ou même ceux qui gèrent le staff de l'Ajax Amsterdam ils doivent se dire mais comment on a fait pour pas le garder, comment on a fait pour ne pas le faire jouer à l'Ajax Amsterdam alors tellement qu'il est bon. Il a été bon à Metz et il est bon, maintenant il le montre à toute l'Europe, au monde entier bien sûr. Donc buteur et passeur D, et c'est simple, c'est lui le meilleur buteur de l'Euro pour l'instant. C'est déjà son 3e but et une passe D. Donc incroyable. Donc il a marqué contre la Turquie, contre la République tchèque et contre le Portugal. Les 3 matchs de poule à chaque fois, il a marqué un but. Mikotadze. Donc n'oubliez pas que ce joueur, il a confirmé avant l'Euro qu'il allait rester en Ligue 1 la saison prochaine. Mais bon, vu de l'Euro là qu'il est en train de réaliser, imaginez les gars, je sais pas, des grands clubs anglais pourraient peut-être se focaliser sur lui, on verra, et ça peut être le jackpot total bien sûr pour le FC Metz, parce que Metz ne le conservera pas, il va pas rester en Ligue 2 bien sûr avec Metz, alors qu'il a le niveau total pour jouer dans une grande équipe européenne. Et concernant Mikotadze, le premier joueur à être décisif sur les 3 premiers matchs lors d'un Euro depuis Gareth Bale en 2016, pareil, Gareth Bale au Pays de Galles en 2016, 3 premiers matchs de poule à chaque fois décisif, soit un but, soit une passe D. La même chose pour Mikotadze sur cet Euro 2024. Et à la fin du match, il était interviewé. Donc c'est un rêve d'enfant, jouer un Euro, c'est déjà historique, bien sûr. C'est la première fois qu'il participe à cette compète. Et gagner contre le Portugal, être qualifié pour les huitièmes de finale, c'est tout simplement exceptionnel. Donc voilà, regardez ce qu'il a pu mettre aussi sur ses réseaux sociaux. Direction les huitièmes, hashtag buteur, hashtag passeur. Voilà, donc il continue comme ça, bien sûr. On sait, c'est même pas une surprise parce qu'on sait qu'il a un sacré talent, mais là vraiment il le montre, parce qu'il y en a plein des grands joueurs après qui n'arrivent pas à marquer tout ça.
Et lui, les gars, on sait que c'est un très bon joueur. Et il le prouve, bien sûr, avec sa sélection. Et pour revenir, les gars, nous sur Kvaratskhelia qui a reçu le prix d'homme du match. Et Kvaratskhelia, les gars, a aussi reçu le maillot de Cristiano Ronaldo. Tiens, je l'avais dit hier avant le match. J'ai dit que c'était son idole, Kvaratskhelia, enfin, par rapport à CR7. Il déclarait hier avant-hier en conférence de presse la veille du match. J'espère que nous allons gagner et que Ronaldo me donnera son maillot. Tout s'est réalisé. Son équipe s'est imposée et Cristiano Ronaldo lui a offert son maillot à la fin de la rencontre. Donc voilà, une petite photo de Kvaratskhelia avec le trophée d'homme du match et le maillot de Ronaldo. Voilà, le joueur portugais lui a donné à la fin de la rencontre. En parlant de Cristiano Ronaldo et avec les joueurs georgiens, donc ces histoires qui font la beauté du football. Donc en 2013, Cristiano Ronaldo inaugurait l'académie du Dynamo Tbilissi en Géorgie. Donc 11 joueurs georgiens issus de cette académie disputent l'Euro et affrontent ce soir, hier soir, le Portugal. On peut voir tout d'abord, tiens, il y a le petit rond rouge là, c'est Kvaratskhelia, les gars, qui est à côté de Cristiano Ronaldo quand il avait inauguré en 2013, comme j'ai dit, cette académie tout simplement. Donc il y a Kvaratskhelia, mais aussi d'autres joueurs. Bon, je connais pas tous les noms, donc je vais pas dire les noms, mais voilà, ces joueurs aussi qui jouent du côté de la Géorgie. Ils étaient aussi présents avec cette photo quand Cristiano Ronaldo avait inauguré, on peut dire, cette académie. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs. Voilà, après qu'on finit, on peut dire professionnels. Et pour basculer maintenant, tiens, sur Cristiano Ronaldo. Et par rapport à son match hier, parce que Ronaldo a commencé titulaire, et pour la première fois de sa carrière, Cristiano Ronaldo ne marque pas en phase de groupe d'un tournoi majeur. C'est avec les 3 matchs de poule, à chaque fois titulaire, 0 but pour Cristiano Ronaldo. Pourtant, il avait marqué lors des 10 derniers tournois précédents, que ce soit Coupe du Monde ou Euro, il avait marqué au moins un but lors des 3 matchs de poule. Il a 0 but pour CR7, donc bon, ça c'est une stat pas super, on peut dire, pour Ronaldo. Et ça a été un Cristiano Ronaldo très énervé à la fin du match, enfin surtout quand il a été remplacé, 65e il a été remplacé, et voilà, il a mis un gros coup de pied, je sais pas, dans une bouteille, j'en sais rien, mais voilà, il était très en colère en gros, Ronaldo, parce que déjà son équipe perdait, puis lui n'a pas fait un super match, donc voilà, Ronaldo un peu énervé, mais bon, il a quand même offert son maillot, comme j'ai dit, à Kvaratskhelia à la fin de la rencontre. Et le Portugal, les gars, a perdu, et le Portugal n'avait plus perdu en compétition officielle depuis le 10 décembre 2022. C'était face au Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar. C'était le quart de finale du mondial. Depuis, le Portugal n'avait plus perdu. Je crois qu'en phase de poule, enfin pas lors des matchs élimination. Pour les éliminatoires de l'Euro, je crois qu'ils avaient tout gagné. Je crois qu'ils avaient fait 10 sur 10 en victoire. Ça a été carton plein. Et voilà, donc premier accro, on peut dire, pour le Portugal. Bon, après, c'était un match un peu pour du beurre, vu qu'il ne comptait pas ce match, vu que le Portugal est déjà qualifié. Le prochain match, attention, là, il n'y aura plus le droit à l'erreur. Le Portugal jouera contre la Slovénie en 8e de finale. Et quand on parle du Portugal, on revient, les gars, sur Ronaldo. Et Ronaldo, bien sûr, a plein de personnes qui le suivent. Et le youtubeur américain Isho-Speed était bien sûr présent dans le stade pour suivre Cristiano Ronaldo. C'est son idole. Il y avait des pancartes aussi, l'affiche d'un supporter portugais pour le match face à la Géorgie. Georgina, supérieure à la Géorgie. Donc Georgina, c'est tout simplement le nom de la copine de Cristiano Ronaldo. Elle s'appelle Georgina Rodriguez. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce Géorgie-Portugal. Félicitations quand même aux Georgiens. Incroyable. On continue, on va parler de l'autre match en même temps. La République tchèque contre la Turquie. Et c'est la Turquie qui s'est imposée 2-1. Donc voilà, déjà, Soucek a été buteur côté tchèque. Contre un but de Salanoglu et Tosun en toute fin de match à la 94e minute de jeu. La Turquie a marqué ce deuxième but et du coup prend cette deuxième place pour l'Euro. Enfin, ils finissent deuxième de leur poule. Donc félicitations à eux. Donc voici les statistiques de la partie. À noter que ça a été un match très haché parce qu'il y a eu beaucoup de fautes, les gars. Donc les fautes, 16 pour la République tchèque, 9 pour la Turquie, ça fait beaucoup. Et surtout les cartons, ça a volé 2 cartons rouges pour la République tchèque, 7 jaunes pour la République tchèque et 11 pour la Turquie. Donc voilà, énormément de cartons. Mais bon, voilà, l'équipe qui fait où ça fait l'affaire, c'est la Turquie, parce que officiel, la Turquie est qualifiée pour les 8e de finale. Ils finissent deuxième du groupe F, derrière le Portugal. Félicitations à eux. Et pour revenir, les gars, sur ce match qui a été haché, la preuve, la rencontre du groupe F entre la République tchèque et la Turquie a été animée. L'arbitre de la rencontre, Isvan Kovac, a distribué 18 cartons, c'est énorme, donc 16 jaunes et 2 rouges, un record dans l'histoire de l'Euro. Jamais un match de l'Euro, il y avait eu autant de cartons. Voilà, donc 18 cartons, donc 2 cartons rouges. Donc voilà, pour vous dire, bon, j'ai plutôt regardé un peu le Portugal hier, mais voilà, ce match-là, il a dû être beaucoup haché. Mais bon, il y a eu quand même des buts, il y a eu 3 buts dans la rencontre. Donc voilà, tous les jaunes, les rouges qui ont pris les joueurs. Et à noter que côté tchèque, il y a eu 2 cartons rouges. Et Antonin Barak, donc déjà, il a pris un rouge au bout de 20 minutes de jeu. Il a pris un jaune 11e et double jaune à la 20e, donc rouge. Et il a écopé du carton rouge le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Voilà, au bout de 20 minutes de jeu.
Il a déjà laissé ses coéquipiers avec un jour en moins, donc bien sûr après ça a été plus compliqué pour sa sélection. Donc voilà, hein, concernant cette rencontre, et le meilleur joueur du match, c'est Baris Alper Yilmaz qui est nommé homme du match pour sa performance contre la République tchèque. Hein. Félicitations bien sûr à ce joueur turc. Hein. Et par rapport à la star du côté de la Turquie, c'est bien sûr Arda Güler, le joueur du Real Madrid. Et Arda Güler avec sa sœur et ses parents après le match contre la République tchèque. Donc bien sûr tout souriant parce qu'il y a la qualif bien sûr pour accéder au 8e de finale. Du coup ce classement final de ce groupe F, le Portugal en tête avec 6 points devant la Turquie, 6 points. Donc le Portugal devant déjà parce qu'ils ont une meilleure différence de but, mais surtout par rapport à la confrontation directe. Hein. Donc voilà, la Géorgie 3e position en tant que meilleur 3e avec 4 points, ça passe. Hein, bien sûr, la République tchèque 1 point. C'est fini bien sûr pour les Tchèques qui partent en vacances. On continue avec les deux autres matchs à parler. Hein, c'est les derniers matchs de phase de poule. Hein. Donc on commence avec l'Ukraine contre la Belgique. Score final 0-0. Pas grand chose à dire hein, sur cette rencontre où vraiment ça a été surtout une équipe belge. Hein, pourtant normalement qui devait faire le jeu, tout ça qui a été très décevante. Alors, la Belgique, regarde un petit peu les gars, ça. Voilà, bon après voilà, c'est comme ça, hein. L'Angleterre c'est aussi déçu, la France est également déçue, donc eux aussi voulaient surtout pas perdre, j'ai l'impression, la Belgique, donc du coup ils se qualifient. Hein. Donc voici les statistiques. Bon, c'est un match qu'ils auraient pu gagner les Belges, mais aussi l'Ukraine. Et regardez, même l'Ukraine avait plus de tirs cadrés que les Belges. Donc voilà, c'est nul. Hein, parce que 0-0 n'aime pas ça. Donc on veut voir des buts, bien sûr. Hein. Donc le meilleur joueur du match, parce qu'il faut en sortir un d'homme du match. Hein, quand il y a un 0-0, bah, c'est Kevin De Bruyne. Hein, et c'est quand même son deuxième MVP sur les 3 premiers matchs. Hein, donc félicitations, bien sûr, au joueur hein, Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne a été victime de laser hier. Hein, quand il tirait des coups francs, enfin des coups francs, des corners, peu importe. Donc il avait un laser voilà, dans le visage. Donc là, une enquête, bien sûr, va être ouverte. Hein, auprès de l'UEFA. Et en fin de match les gars, donc d'abord en route pour aller saluer les supporters à la fin du match, hein, Kevin De Bruyne a finalement fait signe à ses coéquipiers de faire marche arrière en réponse à une énorme bronca parce que bien sûr les supporters belges étaient très déçus, bon pas déçus parce qu'il y avait la qualif, c'est bien. Mais bien sûr, les supporters voulaient du jeu, voulaient une victoire, voulaient finir premier du groupe. Hein. Et du coup, à la fin du match, donc les joueurs belges allaient applaudir bien sûr les supporters, mais ils ont reçu beaucoup de sifflets. Et du coup, ils ont fait demi-tour hein, à la moitié du terrain. Et c'est Kevin De Bruyne qui leur a dit voilà, on se fait siffler, on retourne au vestiaire tout simplement. Hein. Et Domenico Tedesco, donc le coach hein, de la Belgique, a demandé aux caméras de s'éloigner lors du discours d'après-match, hein, parce que bon, ils étaient qualifiés, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas fait une belle performance, et ils savaient déjà leur adversaire aussi en 8e de finale. Vous savez, c'est bien sûr l'équipe de France. Ils ont fait ils étaient tous en cercle, on peut dire, pour parler, je sais pas, peut-être du prochain match, j'en sais rien. Mais voilà, donc les caméras n'étaient pas bienvenues parce qu'il y a une caméra qui s'est un peu approchée. On peut voir que tout le monde s'est retourné. Non, en gros, par un. On veut pas que vous écoutez, en gros, ce qu'on s'est dit, tout simplement. Et côté ukrainien, donc 0-0. Donc l'UNIM, les gars, a enchaîné un deuxième match sur le banc. C'est dommage pour lui parce qu'il a gaulé seulement un match. Hein, le premier match, ils ont pris 3-0. Et en plus, à cause de cette défaite, ils ont pris beaucoup de buts. Mais ils finissent dernier de la poule à cause de la moins bonne différence de buts. Hein. Donc terrible hein, pour l'UNIM, les gars, qui a vécu un Euro très très compliqué, le gardien du Real Madrid. Et l'autre match hein, de la même poule, pareil, hein, ça s'est fini sur un match le Slovaquie-Roumanie, un partout. On va voir les deux buteurs de la rencontre, les statistiques également de la rencontre et surtout la Roumanie, c'est officiel. Hein, la Roumanie est qualifiée pour les 8e et surtout elle termine première du groupe hein, devant la Belgique, la Slovaquie et l'Ukraine. On ne pensait pas que la Roumanie allait finir just qualifiée, on pensait que ça allait être compliqué pour eux, mais ils finissent même premier du groupe. Félicitations à eux. Hein. A noter que la Slovaquie également qualifiée, hein, les Slovaques de Milan Skriniar. Et l'homme du match, les gars, c'est Stanislas Lobotka. Je crois qu'il avait déjà été élu homme du match hein, lors du premier match où ils avaient gagné 1-0 contre la Belgique, hein, la Slovaquie. Bon, c'est son deuxième prix MVP hein, sur ce tournoi de l'Euro. Du coup, les gars, ce groupe très serré déjà avant les journées, les deux matchs hier. Toutes les équipes avaient 3 points. Donc là, il n'y a eu que des nuls, donc du coup ça finit à 4 points, c'est fou les gars, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Donc Roumanie 4 points, Belgique 4 points, Slovaquie 4 points et l'Ukraine dernière 4 points. Mais l'Ukraine, comme j'ai dit, le premier match, j'ai pris un 3-0 contre la Roumanie. Et du coup, regardez, en gros, il y a plus 1 en différence de but, plus 1, là 0, but, enfin 0. Et là, moins 2, l'Ukraine. Ah, voilà, en gros, ce moins 3 qu'ils ont pris au premier match, hein, autant de buts, et bah du coup, à la fin du compte, ah bah voilà, ça fait bien sûr, ça fait qu'ils finissent 4e, mais c'est fou les gars, qu'ils finissent quand même 4e, dernier éliminé avec 4 points. 4 points, il y a des équipes les gars qui finissent 3e hein, avec 3 points.
parmi les meilleurs troisièmes. Donc voilà, aucune équipe n'avait jamais terminé de son groupe avec 4 points dans l'histoire de l'Euro. Pour vous dire les gars que c'est très rare, hein. Enfin c'est même jamais arrivé, hein. Donc terrible et cruel pour les Ukrainiens, hein. Ils finissent avec 4 points. Mais voilà, ils sont éliminés. On peut voir Zichenko, les gars, fini en pleurs après l'élimination de l'Ukraine lors de cet Euro 2024. Du coup, tous les matchs ont été joués des phases de poule. Là, on bascule sur la deuxième. Pour moi, il y a toujours 2 parties. Soit une Coupe du Monde, l'Euro, Coupe América, peu importe. Il y a toujours 2 parties, même Ligue des Champions. Il y a les matchs de poule, puis après, il y a les matchs là qui comptent. Enfin, ça compte aussi. Mais les matchs voilà, que tout le monde attend, les matchs élimination directe où là, tu n'as plus le droit de flopper. Parce que tu peux perdre un match en phase de poule et tu peux te qualifier comme le Portugal, hein, tout ça bien sûr. Et ils ont quand même été qualifiés. Mais là, si tu perds maintenant, c'est fini. Donc tout d'abord, tous les classements, hein, de la poule A à la poule F. Hein. Il n'y a qu'une équipe qui a réussi à faire carton plein, 3 matchs, 3 victoires. C'est l'Espagne. Hein, félicitations à eux. Donc à noter qu'il y a quand même des surprises. Hein, quand on voit l'Autriche finir première de sa poule D, hein, devant la France, Pays-Bas, c'est quand même une surprise. La Roumanie aussi, pour moi, c'est une surprise de les voir finir en tête. Sinon, le Portugal en tête, c'est plutôt logique. L'Angleterre en tête, c'est logique. L'Espagne, pour moi, c'est comme logique, hein, parce que l'Espagne, même avant les matchs, hein, pour moi l'Espagne était la meilleure équipe de cette poule B, et l'Allemagne aussi. Donc voilà, bon, il y a eu des surprises, il y a eu des équipes qui ont déçu, hein, comme la Croatie, les gars, qui est quand même un gros regret bien sûr pour les Croates. Et tiens, par rapport à la Hongrie, les gars, la Hongrie 3e, ils attendaient, parce qu'ils ne savaient pas, ils attendaient les matchs d'hier pour savoir s'ils allaient finir meilleur 3e ou non, et du coup non, ça passe pas pour la Hongrie, est éliminée de l'Euro 2024, parce que voici le classement actuel des meilleurs 3e, donc sur les 6 poules là. Donc si on regarde tous les 3e, et ben, il y en a 4 qui passent, hein. Donc c'est les Pays-Bas avec 4 points, comme je l'avais dit, hein, pas mal de jours, je l'ai dit, à 4 points, tu es sûr quasiment si tu finis 3e de passer, hein. Donc 4 points, ça passe pour les Pays-Bas. Slovaquie, également 4 points, ça passe. La Géorgie, 4 points, ça passe. La Slovénie, 3 points, ça passe, parce qu'ils ont 0 en différence de but. Et la Hongrie a moins 3 en différence de but. Et la Croatie avec 2 points. Hein, on savait que c'était quasiment fini. Donc voilà, la Hongrie et la Croatie finissent 3e, mais ils sont éliminés tout simplement de cet Euro. Du coup, toutes les équipes qualifiées, les 16 nations qualifiées, bon, j'ai pas toutes les citées, vous les connaissez bien sûr, hein. Donc parmi ces équipes-là, une remportera l'Euro dans pas longtemps, ce sera le 14 juillet bien sûr, hein, la finale de l'Euro. Et le tableau final maintenant est rempli à 100%, enfin par rapport au 8e de finale. Donc on connaît toutes les affiches: Espagne, Géorgie, Allemagne, Danemark, le Portugal contre la Slovénie, la France contre la Belgique. Pour moi c'est le plus gros match, hein, des 8e de finale. L'autre côté, Roumanie, Pays-Bas, il y a aussi un Autriche, Turquie, il y a un Angleterre, c'est qui Angleterre, Slovaquie, comment dirais, Italie, Suisse, hein. Donc déjà juste une petite info sur en haut à gauche, hein, en haut à droite, désolé. Quand on voit la Roumanie, Pays-Bas, Autriche et Turquie, parmi ces 4 équipes-là, une sera quand même en demi-finale de l'Euro. C'est quand même incroyable, hein. Donc ça c'est une chance, hein. Vraiment c'est une chance. Les Pays-Bas qui ont quand même fini 3e de la poule de l'équipe de France, les gars, ils sont dans le bon côté du tableau, c'est quand même fou, hein. Voilà pour les Pays-Bas, hein. On aurait dû finir 3e, hein, du côté des Bleus. Bref, donc voilà, hein, c'est vrai que bon, pour moi la partie de gauche est quand même très relevée, hein. On peut voir par exemple potentiel peut-être quart de finale entre l'Espagne, l'Allemagne, Portugal et la France, ou Portugal et la Belgique. Après il part des surprises, il y aura des surprises de toute façon. Bien sûr il y a des gros qui vont passer là sur les 8 affiches, mais voilà, peut-être qu'il y en aura 2-3. Au moins je vois peut-être au moins minimum 2 gros voilà, se faire éliminer, hein, tout simplement. Bon, peut-être voilà, la France et la Belgique, de toute façon il y a un gros qui va sortir, mais par rapport des fois des équipes un peu déséquilibrées, les matchs déséquilibrés, je pense qu'il y en a 1 ou 2 gros qui vont sortir comme chaque fois. Il y a toujours des surprises, hein, c'est comme ça, c'est comme d'habitude. Du coup les affiches, ça se joue quand? Les premiers matchs là-bas, aujourd'hui pas de match, hein. Aujourd'hui jeudi pas de match, ni demain, hein, pendant 2 jours là il n'y aura pas de match de l'Euro, ça reprend samedi. Et c'est simple, 18h Italie-Suisse, hein, ça sera le premier 8e de finale, et Allemagne-Danemark. Donc c'est simple, hein, les 2 équipes qui s'opposeront à chaque fois, chaque jour, se retrouveront en quart de finale. Donc voilà les horaires. Donc dimanche, Angleterre-Slovaquie 18h, Espagne-Géorgie. Donc il y aura... Donc non, j'ai dit n'importe quoi, hein. Quand j'ai dit que les 2 se rencontraient, non, c'est rien à voir, parce que l'Espagne est là et l'Angleterre sont en bas. Donc non, ils ne vont pas se rencontrer, mais on peut voir les horaires tout simplement. Donc France-Belgique, hein, ça sera lundi à 18h, donc c'est pas ouf, hein. L'horaire n'est pas ouf. Voilà pourquoi, parce que déjà on aurait préféré soit le samedi ou le dimanche, hein, c'est mieux. Puis 18h, il y en a plein qui bossent, au pire 21h, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est programmé. Donc 21h, il y aura Portugal-Slovénie, il y aura Roumanie-Pays-Bas mardi à 18h, et l'Autriche contre la Turquie mardi soir à 21h pour le dernier match, hein, des 8e de finale. Et du coup on va parler de ce France-Belgique, bien évidemment, on va en parler de cette rencontre, hein. Donc c'est une équipe que je ne voulais pas affronter, les Belges, hein. C'est vrai qu'hier en plus on en parlait sur le... Parce que tout était ouvert, hein. Toutes les équipes avaient 3 points. J'ai dit si on peut éviter la Belgique, ce serait bien. Déjà qu'on est dans la grosse partie du tableau.
voilà. Je voulais noter qui, bon, on tape les Belges, hein. C'est comme ça, donc il faudrait être présent lundi 1er juillet à 18h pour cette grosse rencontre, hein, comme on se retrouve, hein, voilà, c'est un match spécial, hein, bien sûr. Donc après, l'équipe de France a souvent pris l'avantage sur la Belgique, hein. Les 4 dernières confrontations en tournoi majeur, hein, je vous parle, l'équipe de France a gagné, hein. Donc France-Belgique en Coupe du Monde 2018, il y avait une victoire 1-0, bon là après on remonte en 86, il y a une victoire 4-2, il y a eu un 5-0, il y a eu un 3-1, il y a la Ligue des Nations qu'on peut penser aussi en demi-finale où la France avait gagné 3-2, hein. C'était il y a 3 ou 4 ans ce match-là sur la Belgique. Donc voilà, la France a un petit avantage sur la Belgique par rapport au passé, bien sûr, des confrontations, mais là ça reste un match, hein, voilà, ça reste ouvert. Bien sûr, totalement, même si pour moi la France est quand même favorite. Attention à cette équipe belge, parce que il y en a plein qui disent les deux équipes vont perdre, hein, parce qu'au vu des matchs des deux équipes, hein, je regardais bien sûr les matchs de la France, un peu aussi celle de la Belgique, c'est que ces deux équipes qui ont déçu, mais voilà, peut-être ces deux équipes-là vont se réveiller, vont nous produire un très beau spectacle, on verra. Donc on verra, mais du côté de la Belgique, hein, David Tedesco, on voit un message clair à l'équipe de France, hein, on y va pour gagner, hein, bien sûr. Hein. On est ici pour être avec les meilleures équipes, hein, tout est possible, on a battu l'Allemagne, on a fait match nul en Angleterre, on peut challenger tout le monde, hein, voilà. Il sait qu'il sera outsider, hein, sur cette rencontre, mais voilà, il y a plein. Souvent en plus le favori, lors des compétitions ne gagne pas. Voilà, c'est pas que tu es favori d'un match, hein, que tu gagnes. Hein. Ça s'est passé plein de fois. Donc c'est pour ça que tout peut arriver bien sûr dans cette rencontre. Hein. Kevin De Bruyne lui met la pression sur la France. Hein. On ne sera pas favori contre la France, mais on sait que lors d'un tournoi, on doit jouer les meilleurs bien sûr pour aller au bout. Hein. C'est vrai. Hein. Donc Amadou Onana, donc milieu de terrain du côté de la Belgique, hein, prévient la France. Hein. La France sera favorite. Hein. On sait la qualité des joueurs, mais ça ne leur fait pas du bien de voir qu'ils joueront la Belgique. C'est vrai. Hein. Je vous cache pas. Moi je suis français, je serai pour l'équipe de France et voilà, ça me fait un petit peu ça m'embête un peu de jouer la Belgique, hein. J'aurais préféré pas les jouer tout simplement, mais bon c'est comme ça, c'est le foot, hein. Donc ils savent qu'on peut être dangereux bien évidemment. Faes les gars, défenseur belge, hein, n'a pas peur des bleus, on n'a pas peur. Je ne pense pas que les Français ont joué leur meilleur foot jusque là, mais ça ne veut rien dire avant le 8e, hein. Mais on peut faire mal à n'importe qui, c'est vrai. C'est vrai, on verra. On a hâte, hein, d'être à lundi, bien sûr, pour cette rencontre. Et Didier Deschamps aussi a été questionné, les gars, par rapport à cette rencontre France-Belgique. Hein. Ça fait partie des grosses équipes qui sont là. Ça sera un gros 8e de finale pour nous, comme pour eux. Hein, mais s'ils finissent 2e, c'est qu'ils ont une certaine difficulté, comme l'équipe de France, qui aurait dû finir première de sa poule. Hein, bien sûr, on les a observés sur leurs 3 matchs avec nos observateurs. Donc, on aura les petits détails qui sont importants avec la Belgique. On sait qu'on a, en termes de motivation, hein, il faudra qu'on soit à notre maximum. Hein. C'est vrai que si l'équipe de France joue comme elle a joué là les derniers matchs, ça passera pas. Bon, c'est la Belgique aussi, ça passera pas. Bon, il faut bien qu'il y en ait une qui se qualifie, mais voilà. Hein, là, ça, comme j'ai dit, on rentre dans la deuxième partie du tournoi, donc on pense que les équipes vont être beaucoup plus motivées, que ce soit français, ils vont jouer la Belgique, vont être motivés. Ce sera pareil, hein, bien sûr pour les Belges, hein, qui vont être très motivés de jouer contre l'équipe de France. Et Deschamps, les gars, sur son avenir avec l'équipe de France, parce que c'est vrai, hein, ça peut passer, mais ça peut aussi être une élimination. Et si c'est une élimination, qu'est-ce qui va se passer avec Deschamps, hein, qui a déjà floppé en 2021 avec un 8e de finale perdu contre la Suisse, et là, qu'est-ce qui se passerait? Il a dit, hein, j'ai un contrat jusqu'en 2026 qu'il a déjà signé, hein, du côté des Bleus, c'est-à-dire après la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le football m'a donné la liberté de choisir ce que je veux faire. Donc vraiment, moi je vous cache pas les gars, vraiment si l'équipe de France se fait sortir par la Belgique, j'espère, même s'il ne le fera jamais, j'espère qu'il poserait sa démission. Voilà, c'est vrai qu'il a ramené bien sûr l'équipe de France, hein, en Coupe du Monde, en finale, tout ça. Il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut laisser la place aux autres. Hein, Zidane, les gars, il attend que ça. Zidane, il attend que de prendre bien sûr l'équipe de France. Et voilà, il faudrait peut-être qu'il laisse le flambeau s'il floppe, hein, dès les 8e de finale, je vous parle, hein, bien sûr. Donc on verra ce qu'il va faire. Mais bon, il a un contrat jusqu'en 2026. Même si l'équipe de France floppe, hein, il peut rester jusqu'en 2026 parce qu'il a un contrat, bien sûr. Didier Deschamps, toujours avec lui, tiens, il le répète aussi en privé, il ne perçoit pas Olivier Giroud comme un élément capable de tirer le groupe vers le haut. Le sélectionneur des Bleus, hein, lui reproche notamment un manque d'engagement du côté de l'équipe de France. Hein. Giroud ne veut pas faire de vagues, hein, même s'il n'a pas aimé la façon d'apprendre son statut de remplaçant contre les Pays-Bas. En plus, Mbappé n'était pas là, hein, parce que Mbappé était sur le banc. Il s'est dit, tiens, c'est une occasion pour jouer. Il n'a pas joué, enfin, il a été sur le banc. Donc, c'est pas passé, hein, pour Giroud. On peut voir qu'il y a un peu de froid entre Giroud et Didier Deschamps. Le choix aussi de Deschamps, les gars, de se passer de Griezmann contre la Pologne lors du dernier match de poule a surpris plus d'un joueur dans le vestiaire des Bleus. Il y en a beaucoup qui ont été choqués, qui n'ont pas compris que voilà, qu'ils mettent ce cadre de l'équipe de France, Griezmann sur le banc. Donc moi je suis totalement d'accord avec Deschamps. Il a totalement bien fait. Hein, Griezmann a déçu lors des 2 premiers matchs. Logique, hein, qu'il a été sur le banc. Bon, en plus quand il est rentré en jeu, il n'a pas été bon. Bon, je pense qu'il va le mettre titulaire, hein, bien sûr, pour le match contre la Belgique, on a dit. Mais voilà, c'est vrai qu'il a énormément déçu en espérant que là, vu que c'est des matchs importants, voilà, qu'il
qui va retrouver son niveau, hein, Griezmann, parce que là, c'est pour moi la plus grosse déception de l'équipe de France, ça reste Griezmann là, dans ce début d'Euro. Et mécontent du pressing, hein, de Griezmann, hein, lors de son entrée en jeu contre la Pologne, c'est qu'il entre en jeu, les gars, comme j'ai dit, un premier ballon, il force une frappe depuis 30 mètres, alors qu'il y avait une passe à faire à Kylian Mbappé, qui était une dizaine de mètres à côté de lui. Bref, c'est vrai qu'il n'a pas fait du tout une bonne entrée, donc Deschamps était furieux et a recadré son joueur, hein. Ces derniers jours, il n'a pas non plus hésité à venir piquer certains joueurs en tête à tête, dont Griezmann, hein. Peut-être avant, les gars, lui disaient rien, mais là, ces derniers jours, même après le match, hein, contre la Pologne, il est parti lui dire en gros qu'il faisait pas assez. Voilà, c'est bien qu'il dise ça parce qu'il faut le faire, hein. Il faut que le coach dise aux joueurs qui ne sont pas bons, en gros, t'en fais pas assez, hein, et voilà, il faut que tu retrouves ton niveau que tu as totalement perdu. L'intensité des séances aussi d'entraînement interroge dans le vestiaire des Bleus. Plusieurs joueurs estiment avoir énormément perdu physiquement ces derniers jours. Bon, je sais pas ce qui se passe aux entraînements, mais d'après l'équipe, les gars, enfin le journal L'équipe, donc les séances d'entraînement seraient plutôt légers, hein, ouais, des joueurs qui auraient perdu physiquement. Voilà, donc, voilà. Riolo, tiens, critique Luc Deschamps, hein, donc il a dit: j'ai l'impression qu'il n'y a pas de consigne à Deschamps travaille sur tous les aspects défensifs et le bloc reste solide, hein, mais devant cette animation offensive n'a aucun sens. Avec défensivement, bon, c'est plutôt bien parce que l'équipe de France, bon, ça après un but sur un penalty coupe pas Mécano, doit pas faire faute, hein, mais c'est vrai que l'équipe de France, enfin il y a très peu d'occasions contre l'équipe de France, mais devant, les gars, c'est là où ça fait peur. C'est offensivement, comment avec des joueurs comme Mbappé, comme Griezmann, comme Dembélé, tous ces grands joueurs-là, tu n'arrives pas à avoir plus d'occasions et surtout marquer des buts. Ça, c'est un problème, hein. Il a dit Mbappé n'est pas vraiment un vrai numéro 9, hein. Il n'y a pas de présence devant le but. C'est vrai qu'il manque un numéro 9. Bon, tu as Giroud, ok. Il manque pour moi un Benzema. Je l'ai dit hier et j'ai même dit les derniers jours, les gars, un Benzema en équipe de France, là, ça aurait été très bien. T'as pas de buteur, les gars, tu joues avec un Mbappé qui en plus peut pas mettre de tête parce qu'il a un problème au nez. Donc voilà, t'as pas de numéro 9. Là, en Angleterre, il y a Riken. En Pologne, les gars, il y a Lewandowski. Dans toutes les équipes en Espagne, t'as Morata. Voilà, t'as à chaque fois un numéro 9. Là, tu joues avec un joueur qui veut pas jouer numéro 9. Parce qu'Mbappé ne veut pas jouer 9, il veut jouer ailier gauche. Et bien sûr, c'est un problème. Et Roland Courbis, pareil, elle ne comprend pas les choix de Deschamps. L'objectif n'est pas atteint, hein. Même si Deschamps, il a dit oui, l'objectif est atteint la qualif. Non, l'objectif, bien sûr, c'était bien sûr la qualif, hein, c'est logique. Et la première place, hein. Donc oui, c'est pas atteint. On voulait finir premier. Des choix de Deschamps m'échappent, hein, comme la titularisation continue de Kanté ou l'absence d'un vrai numéro 9. Hein. Si on pense que Mbappé peut jouer en 9 et à gauche en même temps, on n'a pas deux Mbappé. Mbappé, les gars, doit jouer ailier gauche. Voilà, c'est sa position où il est meilleur quand il accélère. Il a vraiment un gros boulevard devant lui, c'est où il est le meilleur. Quand, bien sûr, il est en numéro 9 et il y a les deux défenseurs centraux juste derrière Kylian Mbappé, il fait rien Mbappé. On sait qu'il n'aime pas jouer cette position-là. Donc pourquoi il ne joue pas ailier gauche Mbappé? Je ne sais pas. Il faut poser cette question à Didier Deschamps. Et Lacazette, tiens, qui n'a pas été appelé, qui aurait pu être appelé, qui aurait pu peut-être bien dépanner, hein, lors de cet Euro, hein. On manque d'efficacité, mais ça fait partie du football. L'essentiel, c'était de sortir des poules, hein, c'est chose faite. Une autre compétition commence et dès qu'on marquera 2 ou 3 buts, on n'y pensera plus. Bon, voilà, maintenant, de toute façon, on rentre dans les matchs élimination directe. Donc voilà, si on marque 2 ou 3 buts lors du prochain match contre la Belgique, hein, ça sentirait très bon pour la qualification en 8e de finale. On va parler aussi de Youssouf Fofana en zone mixte après France-Pologne. Hein. Je veux bien rentrer à la 87e minute de la partie, il est rentré en toute fin de match. Hein. Mais si tous les autres ne me suivent pas, je ne vais pas attaquer tout seul. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire, en gros, qu'il attaquait tout seul en toute fin de match, hein, contre l'équipe polonaise. Et lors du match avant-hier, hein, ça a été un carton d'audience. Hein, plus de 9 millions de téléspectateurs ont assisté à la rencontre entre la France et la Pologne. Hein, c'était à 18h, c'était mardi. Hein. Cela représente une part d'audience de 53%, ce qui veut dire que plus une personne sur 2 devant la télé était devant le match de l'équipe de France mardi soir à 18h. Concernant Kingsley Coman, pourquoi il joue pas? C'est Coman, on se dit, les gars, t'as Coman dans ton effectif, on ne le voit jamais jouer. Donc il ne pouvait pas jouer contre la Pologne parce qu'il avait un torticolis. Voilà, Kingsley Coman est un joueur quand même souvent blessé. Donc l'attaquant français n'était pas en mesure de commencer la rencontre ni d'entrer en jeu. Donc les 6 jours avant le 8e de finale devraient lui permettre de récupérer, parce que j'aimerais bien le voir, lui, par exemple, tiens, lors du match, hein, contre la Belgique lundi soir. Concernant Kylian Mbappé, aucun joueur français n'a tenté plus de tirs sans marquer que Kylian Mbappé lors d'un Euro depuis qu'Opta analyse la compétition en 1980 lui a valu comme 20 frappes pour marquer son premier but lors d'un Euro, et c'est un but en plus inscrit sur penalty. C'est que les 2 derniers buts inscrits de Kylian Mbappé lors des grands tournois, Coupe du Monde ou Euro, c'était sur penalty. Donc là, bien sûr, c'était lors du dernier mondial, et là, c'était le but, hein, avant-hier contre la Pologne. Et les Bleus, quand même, réalisent le même parcours qu'à l'Euro 2020. Premier match, victoire grâce à un contre son camp. Deuxième match, les gars, ça va être un match nul. Et le troisième match, un match nul avec un penalty de chaque côté. Ça avait été le 2 partout contre le Portugal, hein, en 2020. Vers une élimination en 8e, hein, comme en 2020, mais on n'espère pas. Hein. On sait que la Suisse avait éliminé l'équipe de France. Mais c'est vrai que là, ça s'est passé la même chose là sur cet Euro que ce qui s'était passé
il y a 3 ans, mais là, contrairement là, et il y a 3 ans, l'équipe de France, il y a 3 ans, elle finit première de sa poule devant le Portugal et l'Allemagne. Toujours avec l'équipe de France, mais cette fois-ci une équipe de France qui gagne. Il y a 40 ans, jour pour jour, l'équipe de France remportait son premier trophée majeur à l'Euro 1984. C'était le premier trophée. L'équipe de France a gagné 2 euros, 2 Coupes du Monde, et le premier euro. Même compétition remportée, c'est celle-là. Michel Platini, les gars, avait terminé meilleur buteur de la compétition avec 9 buts inscrits. C'est quand même exceptionnel. Donc voilà, c'était il y a 40 ans, jour pour jour. Et l'autre équipe de France qui gagne, c'était il y a 18 ans, jour pour jour. Pareil, c'était un 27 juin 2006. Et l'équipe de France éliminait l'Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et cela après la promesse des Espagnols. Parce que la veille, du côté de l'Espagne, il y avait des journaux, c'était marqué on va renvoyer Zidane à la retraite. Puis du coup, il avait fait un énorme match, Zizou, contre l'Espagne. Le match d'après en quart, c'était contre le Brésil où il avait réalisé encore de nouveau un match monstrueux. Zinedine Zidane, après ça a été le Portugal en nuit. L'équipe de France avait battu encore le Portugal et en finale perdu bien sûr contre l'Italie, mais ça a été un parcours très compliqué et la France avait atteint la finale de la Coupe du Monde. On continue avec d'autres sélections et l'Angleterre, et Phil Foden, les gars, a quitté le rassemblement de l'Angleterre pour assister à la naissance de son 3e enfant. Donc il sera bien de retour dimanche pour le prochain match bien sûr de l'Angleterre qui sera contre la Slovaquie, bien sûr le match des 8e de finale. Concernant Barnabas Varga qui est sorti, qui s'est fait opérer lors du match contre l'Écosse dimanche soir. Donc il est sorti de l'hôpital et rentré en Hongrie. Voilà, parce que la Hongrie est éliminée. De toute façon, même s'ils aurait été qualifié, il n'aurait pas pu jouer, il aurait été forfait. Mais voilà, bonne nouvelle parce qu'il a pu retourner chez lui tout simplement, le joueur hongrois. On quitte l'Euro direction la Copa América. Il y avait quelques rencontres la nuit dernière. Tout d'abord, l'Équateur contre la Jamaïque, et c'est l'Équateur qui s'est imposé 3-1 dans cette rencontre. Félicitations à eux. Alors les statistiques de la partie, et côté jamaïcain, donc 5 tirs cadrés pour les deux équipes. Donc voilà, l'Équateur a été plus efficace, et côté jamaïcain, Mikel Antonio, l'attaquant je crois de West Ham, vient d'inscrire le premier but de l'histoire de la Jamaïque en Copa América, parce que c'est la première fois qu'il joue déjà cette compétition. La Jamaïque, c'est un pays invité, un peu comme le Canada où Jonathan David a inscrit le premier but du Canada du côté de la Copa América. Lui pareil, du côté de la Jamaïque en Copa América. Il y a aussi le Venezuela contre le Mexique, et le Venezuela s'est imposé 1-0. Rondon a été l'unique buteur du match sur penalty. À noter que le Mexique a loupé un penalty à la 87e minute de la rencontre. On peut voir les stats dominés par le Mexique, mais très gros match du gardien Rafael Romo, le gardien du Venezuela. Pourquoi? Parce que il a fait clean sheet, il n'a pas pris de but, 1-0, il a gagné 6 arrêts, donc 6 tirs cadrés de Mexique, 0 but marqué, et surtout il a arrêté ce penalty en toute fin de match. Donc bien sûr il a été élu homme du match, Rafael Romo. Et du coup les qualifiés, les gars, et le Venezuela avec cette victoire contre le Mexique, ils obtiennent leur ticket pour ils accèdent au quart de finale de cette Copa América. On peut voir le classement de ce groupe B. Donc le Venezuela devant l'Équateur, Mexique et les Jamaïque, 0 points. Je crois qu'il est déjà éliminé, bien sûr, de cette compétition. Les matchs la nuit prochaine, les gars, du côté de la Copa América, à minuit ce soir, le Panama contre les États-Unis, et à 3h du matin, l'Uruguay contre la Bolivie. On parlera de ces deux rencontres demain. Et concernant le Brésil, il joue la nuit prochaine. Enfin, vous avez compris, la nuit prochaine tout simplement. Et concernant l'Argentine qui est déjà qualifiée, concernant Léo Messi, toujours Isco Jambier lors de la victoire de l'Argentine en Copa América, Messi a paru gêné et fatigué lors de son match face au Chili. C'était la nuit encore avant-hier. Donc il sera reposé pour le 3e match, vu que l'Argentine est sûre, bien sûr, déjà d'être qualifiée en 8e de finale. Donc il ne jouera pas le 3e match pour être prêt pour les quarts de finale. Et toujours avec l'Argentine et Messi, tout ça, il y a 8 ans, jour pour jour, le Chili remportait la Copa América en 2016 face à l'Argentine au tir au but. Léo Messi, qui avait raté son penalty annoncé après le match, sa retraite internationale. Il était revenu quelques mois après sur sa décision, puis il était revenu bien sûr en sélection, puis après il a fait le très bon choix parce que depuis il a tout gagné. La Coupe du Monde, la Copa América et la Finalissima. N'oubliez pas que c'est un trophée maintenant qui est fait entre le vainqueur de la Copa América et le vainqueur de l'Euro. La première édition, c'est l'Argentine qui avait battu l'Italie 3-0, je crois. Donc il a tout raflé en gros depuis. C'est vrai qu'après, parce qu'avant il faisait échec sur échec. En 2014, il a perdu la finale, la Coupe du Monde contre l'Allemagne. 2016, ensuite il perd contre le Chili en finale. Mais depuis, bien sûr, on sait qu'il a tout raflé. Léo Messi. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur la Copa América et sur l'Euro. Quelques autres infos. Tiens, tout d'abord, Roberto De Zerbi vient d'arriver à Marseille. Donc c'est le nouveau coach de l'Olympique de Marseille avec tout son staff derrière lui.
Donc voilà, maintenant à lui de bosser du côté de Marseille. Quelques infos mercato les gars pour finir cet épisode. Donc Josep Martinez, un gardien du Genoa, un gardien espagnol à l'Inter Milan, here we go. Donc le gardien espagnol du Genoa rejoint les Nerazzurri pour 15 millions d'euros, bonus compris, c'est pas encore officiel, mais le here we go de Fabrizio Romano, donc voilà, ça pourrait être officiel dans la journée. Concernant Yann Sommer, le gardien suisse, je ne sais pas s'il restera ou non du côté de l'Inter Milan. Guirassy aussi à Dortmund, here we go. Donc l'international guinéen a donné son accord au Borussia Dortmund qui va payer sa clause libératoire de 17,5 millions d'euros. Voilà, tout est dit les gars. Donc lui devrait partir à Dortmund et du coup pour le remplacer, ça devrait être Fulkrug, vous savez, l'attaquant de Dortmund, lui qui devrait plutôt du coup aller du côté de Stuttgart. Et c'est vrai que Guirassy, ça a été une grande réussite du côté de Stuttgart 2 ans passés, 44 buts, 5 passes D en 58 matchs sur les 2 années passées. Donc il a évité la relégation la saison dernière. La saison dernière les gars, ils ont joué les barrages comme Stuttgart. Et là la saison qui vient de se finir, ils finissent 2e de Bundesliga, incroyable et 2e de Bundesliga, il qualifie en Ligue des Champions. Donc voilà, il part. Enfin, ça sera officiel peut-être aujourd'hui, demain, mais voilà, il va rejoindre le Borussia Dortmund. Lui aussi, les gars, débarque dans une grande équipe allemande, c'est le Bayern Munich et c'est Mikel Olise sera bien officialisé au Bayern Munich cette semaine. Le Français va signer jusqu'en 2029 pour 60 millions d'euros. La visite médicale est même prévue cette semaine, je ne sais pas quel jour, peut-être demain, peut-être aujourd'hui, peut-être j'en sais un samedi, je ne sais pas. Mais voilà, il va passer sa visite médicale et juste après le transfert se fera. Et un autre joueur aussi pourrait débarquer au Bayern, c'est Xavi Simons, le joueur du PSG prêt à Leipzig. Mais voilà, le joueur néerlandais, il ne restera pas à Paris saison prochaine, il devrait partir en prêt du côté du Bayern Munich. Ça devrait être un prêt avec une obligation d'achat obligatoire, peut-être fixé à 80-90 millions d'euros, c'est-à-dire que le Bayern sera après obligé de l'acheter tout simplement lors de l'été 2025. Et le Bayern veut que Xavi Simons il le fait jouer derrière à côté de Jamal Musiala. Voilà en gros ce que veut faire le Bayern saison prochaine avec Harry Kane en numéro 9, Leroy Sané, ailier gauche, Musiala numéro 10 avec Mikel Olise du coup. Milieu droit, peut-être à la place de Koeman qui devrait partir. Donc Xavi Simons, les gars, en milieu de terrain avec Palhinha, qui devrait aussi débarquer. Donc voilà, ça serait une grosse équipe du côté du Bayern après cette saison très décevante où ils ont fait saison blanche, 0 trophée pour eux. C'est pour ça qu'ils vont faire un très gros mercato. Le Bayern Munich. A noter aussi que Andrea Natali rejoint officiellement le Bayer Leverkusen. Le jeune défenseur italien de 16 ans arrive libre de tout contrat du FC Barcelone. Il a gagné l'Euro U17, c'était il y a à peu près un mois avec l'Italie. Et bien il rejoint le Bayer Leverkusen. Et pour toutes les infos, parce que regardez, j'en ai parlé de quelques infos, mais il y en a plein les gars, on a plein mercato. Donc il y a plein d'autres infos. C'est aujourd'hui on est jeudi. Et sur ma chaîne BizBiz Mercato, n'hésitez pas à me taper sur YouTube BizBiz Mercato. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, tous les lundis et jeudis, je vous sors tout ce qui se dit sur le mercato sur les 3 derniers jours. Donc ça sortira cet après-midi aux alentours dès 16h30. Donc voilà, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro sur cette chaîne. BizBiz, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.